Au centre du Cameroun, dans le département du Mbamékim et l'arrondissement de Ngoro, le site écotouristique Save Africa s'étend sur une superficie de plus de 20 hectares dans la localité de Niafianga. Pierre-Paul Moubitan Yandaga a quitté Douala en 1998 pour réaliser son rêve, un concept de développement rural et communautaire à l'africaine. Quand on cherche l'Afrique, ce n'est pas dans les villes qu'il faut chercher l'Afrique. L'Afrique est au village. Et nous, plus on était donc préoccupés par les questions du développement de l'Afrique, plus nous nous rendions compte que si nous, qui avons donc cette préoccupation, nous ne rentrons pas au village pour aller démarrer à zéro, créer un environnement favorable à l'épanouissement et de la famille et de tous ceux qui aimeraient nous suivre dans ce projet, eh bien, nous serions aussi en train de parler comme tout le monde, avec des grandes théories tout le temps, mais sans mettre en œuvre quelque chose de précis. Et du coup, nous avons donc pensé qu'il fallait, au lieu de parler, il fallait agir. En agissant, il fallait que ce qui émane de notre vision de la vie puisse être matérialisé par la création d'un village, et un village écotouristique, où l'environnement est protégé, où nous vivons en harmonie avec toutes les créatures, les animaux divers, nous ne leur faisons aucun tort, nous vivons ensemble en paix, et même les arbres, nous les protégeons. Tu vas passer le balai. C'est vrai. Tu sais faire. L'activité de ce matin consiste à en même temps rendre la concession propre, enrichir les plantes qui sont exposées au soleil, et donc l'enrichissement non seulement, et ensuite il y a aussi le fait que comme on verse les feuilles autour de ces arbres, il y a le fait qu'ils vont garder la plante humide même lorsqu'il fait tellement chaud. Pour assurer l'autonomie alimentaire de la communauté végétarienne, de nombreux arbres fruitiers ont été plantés, à commencer par les manguiers, les avocatiers, les palmiers et les pruniers, mais aussi les bananiers et les citronniers, sans oublier les cultures maraîchères et vivrières. Il y a un espace marécage où on cultive les légumes en saison sèche. Il y a un espace maraîcher en pleine savane qui contient les tomatiers, les salades, les choux, les condiments, tout ce qui est maraîcher.
Il y a un espace pour les cultures vivrières, comme la patate, le manioc, mais nous consommons juste les feuilles de manioc, mais on travaille aussi du manioc, du gombo, des papayers, dans un espace. Et il y a un autre espace qui a beaucoup plus les arachides. Et par la suite, on cultivera dans cet espace la patate ou alors du riz. On a obtenu un puits et il y a quelque temps, nous avons un forage. Et donc de plus en plus, la quantité d'eau a augmenté. Donc, ce qui permet qu'on est monté, comme je vous ai dit, à 80% au niveau de l'autosuffisance. Et si on parachève avec le projet goutte à goutte d'eau en saison, c'est surtout les 4 ou 5 mois qui sont très pénibles parce que nous sommes dans une zone très aride. Nous allons beaucoup plus du côté nord. Nous sommes en Goro et nous avons au moins 4 ou 5 mois de sécheresse. Et pendant ces 4 à 5 mois, c'est très rude. Et s'il n'y a pas de l'eau, nous perdons beaucoup de plantes. S'il faut de l'eau, les plantes ont aussi besoin d'engrais. Dans ce village, l'agriculture est intégrée à l'élevage. Les excréments des chevaux, des poules et des bœufs servent essentiellement à fabriquer le fumier pour fertiliser le sol. L'agriculture naturelle est la seule solution qui aujourd'hui non seulement permet aux hommes de bien se nourrir, mais en plus de régler les problèmes de santé. Parce que quand on mange les produits issus de l'agriculture naturelle, on est en train en même temps de se soigner. On est en même temps en train de se guérir. On est en train de prévenir les maladies. Donc le retour à l'agriculture naturelle, tel que cela a été depuis l'origine, dans l'ancestralité, c'est là où il faut rentrer. On a beau dire non, si on ne fait pas des grandes étendues, les gens ne pourront pas manger, c'est faux. C'est totalement faux. Parce que ces étendues ont besoin de beaucoup d'engrais chimiques aussi. Ces étendues ont besoin qu'on détruise tout le reste de plantes. C'est pour cela que nous pratiquons maintenant l'agriculture naturelle. Si nous le faisons, et dans cet endroit, nous sommes non loin d'une 50aine de personnes, sans oublier ceux qui nous rendent visite et tout, et qui mangent aussi ici. Mais écoutez, si on peut le faire comme ça, qu'est-ce qui empêche que ça soit fait partout? Rien du tout n'empêche. Il y a des terres, il y a l'expertise. On a adopté une agriculture destructrice, non respectueuse de l'environnement et de la nature. Et nous sommes donc là, il faut qu'on revienne. C'est urgent. Les temps actuels l'imposent à la limite. La science, la médecine est dépassée avec les maladies qui se multiplient tous les jours. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre cela? De cette nature généreuse, les villageois tirent l'essentiel des éléments dont ils ont besoin pour se soigner et se maintenir en bonne santé. La nature est le plus grand médecin. Aussi, nous faisons tout pour que tout ce que nous utilisons comme éléments médicamenteux proviennent directement de la nature, de telle sorte que, en harmonie avec notre propre vie qui est naturelle, que nous puissions avoir plus de chances de revenir à la santé parfaite. Vous n'allez pas chercher meilleur médicament contre le palu, par exemple, que le manguier. Que ce soit les racines, les écorces, le noyau et la mangue elle-même, y compris la sève du manguier. Et donc tout cela, c'est des éléments qui entrent dans la thérapeutique du paludisme. C'est une tisane pour la toux. Donc là, dans cette casserole, j'ai mis de l'eau qui a bouilli d'abord. J'ai mixé l'ail, le gingembre, j'ai mis dans la casserole. Après, par la suite, j'ai pris aussi le thym et le clou de girofle. J'ai mis. Et j'ai ajouté du jus de citron pasteurisé. Et là, maintenant, j'ai refermé la marmite. Il faut que tout le mélange boue maintenant. Et par la suite, on va le tamiser et sucrer avec du miel. Nous ne sommes pas réfractaires à la médecine moderne, mais nous sommes partisans de la complémentarité. Parce que la médecine moderne a ses limites. La médecine traditionnelle et naturelle peuvent, si ces médecines sont combinées avec la médecine moderne, la médecine allopathique, il est possible d'avoir des résultats plus probants encore si jamais les gens sont prêts, effectivement, ouverts à cette association, à cette complémentarité.
Belle fille. Magnifique. Magnifique. Les bébés du village. Celui-ci, c'est l'avant-dernier qui est né il y a 2 mois et demi. C'est le 3e mois. Voilà. C'est un jeune garçon. Hein? Et bien celle-ci, c'est une jeune fille. Elle vient de naître juste hier. Les bébés naissent ici au village? Et absolument, absolument. Tous ces enfants, toute la délivrance de la maman et tout ça se passe ici au village. Ça a toujours été comme ça en Afrique, avant que la civilisation occidentale ne vienne. Eh bien, tous les enfants naissaient dans la famille, dans la joie, et toute la nature était au rendez-vous. Et l'enfant était bien portant, robuste. C'est pour cela que les esclavagistes et tous ceux qui recherchaient la main-d'œuvre venaient chercher la main-d'œuvre en Afrique, parce que les enfants naissaient dans des conditions naturelles, exactement comme ceci. Nous nous sommes rendus compte que ça aussi, l'Afrique avait oublié comment on faisait faire accoucher les femmes. On s'est rendu compte que même dans les villages, les gens sont obligés de se déplacer pour aller faire accoucher leurs femmes dans les hôpitaux. Souvent, un hôpital peut être à 20 km, à 35 km. Mais voilà, accoucher ici au village. Pourquoi? Parce que c'est bien ici, là. Qu'est-ce qui est bien d'accoucher ici? La manière qu'on s'occupe de toi, la manière qu'on est avec toi, tu es avec les gens que tu es avec d'habitude, là-bas à l'hôpital, c'est pas la même chose. C'est la difficulté que nous avons eue quand nous sommes arrivés à cet endroit. Il fallait faire 20 km, souvent même 175, arriver jusqu'à Yaoundé pour un accouchement, ou alors à Bafia qui est à 50-55 km. Donc c'est pénible. Donc on s'est dit, si on continue comme ça sera terrible. Parce que imaginez-vous, lorsqu'une femme est en travail, commence à la transporter, souvent les moyens de locomotion ne suivent pas toujours. Il fallait soit monter sur une moto, soit stopper une voiture en route si vous n'avez pas de voiture. Et c'était vraiment très difficile. Et arriver là-bas, il fallait se faire vacciner, injecter, prendre des comprimés qui n'étaient pas naturels et tout. En pensant à tout ça, on s'est dit, pour ne pas avoir affaire à tous ces médicaments chimiques et tout, c'est comme ça que progressivement, parce que de manière d'abord naturellement, nous nous soignons. Nous ne prenons pas déjà des produits chimiques, des comprimés et tout ça. Mais il ne restait que l'accouchement. Sur les 15 enfants du village, 7 sont nés sur place. Pour tous ces jeunes Camerounais, l'école se fait à la maison et à travers les activités du quotidien. Ils pratiquent l'agriculture dès leur plus jeune âge et apprennent ainsi les choses essentielles à la vie. L'écriture, la lecture et le calcul. Reproduis. Voilà, montre. Wow, bravo. Ici, on apprend l'agriculture. Ici, on apprend l'élevage et tout ce qui comporte, je pourrais dire, qui est décisif pour l'avenir de l'enfant, pour son mieux-être. On commence par la pièce, la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, l'année, le siècle, le millénaire, l'ère, la période. Applaudissez pour vous. L'éducation se passe à la maison. L'éducateur principal ou les éducateurs principaux, ce sont les parents qui sont chargés de transmettre un héritage. Parce que l'héritage, ce n'est pas les chèques bancaires, ce n'est pas le nombre de millions qu'on laisse dans les comptes. C'est l'enseignement pratique de la vie ordinaire de tous les jours. C'est un tableau. C'est une toile. Une toile. L'entrée du village écotouristique Save Africa. On est où? Au portail. Venez alors montrer le portail. Il est où ici sur le dessin? Ce qu'il faut noter ici chez nous, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a ce qu'on pourrait appeler le phénomène de récupération. Nous laissons la nature récupérer chaque enfant parce que, si vous l'observez bien, vous constaterez qu'il n'y a pas un enfant paresseux dans ce village. Au fur et à mesure, même s'il est né indolent, même s'il est au départ paresseux, au fur et à mesure qu'il voit les choses se faire, il se met dans le bain, il apprend
Il prend goût et à la fin, il devient un travailleur. On commence par le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le auriculaire. Applaudissez pour vous-même. Encore une fois. Ici, le salaire est permanent. Lorsque nous amenons l'enfant au champ le matin, il sait qu'en rentrant du champ, nous récoltons qui un légume, qui un céréale, qui va servir pour son alimentation le soir. C'est très important parce que nous n'enseignons pas à nos enfants à être âpres au gain. Le gain de l'argent. L'argent dont il n'aura pas besoin pour vivre parce que c'est des billets de banque qui ont été fabriqués par des machines qui ne servent pratiquement à rien. La véritable machine de l'enfant, ce sont ses membres, ce sont ses mains, parce que c'est avec ses mains et sa volonté qu'il se donne pour pouvoir révolutionner le monde et lui donner un futur meilleur. Il ne doit pas l'attendre de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous enseignons à nos enfants à travers le travail. Être un homme, soigne ton corps, cultive ton esprit, ouvre ton cœur à l'amour sincère, évite l'alcool, mange sans excès, place ton devoir avant le saisir, aime l'étranger, aime la justice, tout homme est ton frère, aide ceux qui souffrent, sois juste envers tout, envers l'ignorance, partout, toujours, pardonne l'offense, excuse les fautes, le pardon fait naître paix et amitié, respecte la nature, respecte l'étranger, c'est cela être un homme. Une éducation sans fioriture qui a pour but d'éveiller la conscience et l'âme de l'enfant. La pratique des arts et de la musique en particulier y contribue. La musique, c'est une émanation, c'est le rayonnement de l'âme. Donc, chaque être a ce rayonnement musical-là en lui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous mettons l'emphase pour que, dès le bas âge, que l'enfant se familiarise déjà à la musique et aussi peut-être à un instrument. Mais nous n'insistons pas trop sur les instruments parce que le premier instrument, l'instrument que Dieu a donné à chacun de nous, c'est nous-mêmes. Donc si l'enfant sait chanter, s'il peut applaudir, s'il peut claquer des doigts, s'il peut siffloter, ainsi de suite. Dans la musique, il y a plusieurs voies. Il y a la bonne musique, comme on le dit, et il y a la mauvaise musique. Nous essayons d'encadrer les enfants afin qu'ils suivent la bonne musique, si on peut le dire ainsi. L'endombolo et tout ça, il y a des musiques qui vous excitent à bouger le corps. Non, nous on voudrait que l'enfant apprenne à jouer la musique qui fait danser son âme. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas danser le dombolo? Bon, on peut le danser pour s'amuser, pour se distraire, mais lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on veut s'élever vers la divinité, il faut aussi permettre à notre âme de danser. C'est l'âme qui doit danser. Yo pa me peuple là. En vérité, yo pas senti cadence à pays là. Yo pas ve Saint-Éloi, yo pas ve Marcel Louia. En vérité, yo pas aimé l'aucun sa pays là. Toutes les constructions, à présent, c'est les nattes que nous avons adaptées pour les toits. Mais au niveau du mur, il y a aussi les palmes que nous avons utilisées entre-temps. Parce que les nattes, dès que c'est bien fait, c'est imperméable, ça ne laisse pas passer de l'eau.
il faut du temps pour que l'eau commence à couler. La durée de vie. Voilà, comme la natte est exposée aux intempéries, il pleut et en même temps il fait soleil. Mais il arrive que quand nous doublons les nattes, ça met plus long quand on n'a pas doublé. Quand nous doublons, nous sommes à mesure de faire au moins 30 ans avec un toit en natte doublée. La pyramide est si vous voulez, c'est le symbole de la résistance, le symbole de la stabilité, le symbole de la progression. Parce que quand vous regardez la pyramide, vous voyez bien qu'à partir du bas, c'est plus large, et au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, on va vers le pic, eh bien, il y a une pente assez forte qu'on observe, et cela est le symbole de l'ascension, de l'élévation, donc de la volonté de l'homme de se surpasser et d'arriver à des niveaux supérieurs qui lui permettent effectivement de jouir du bonheur, de pouvoir observer les choses avec une vue plus perçante. Et vous voyez donc que pour nous, la pyramide domine effectivement dans ce village. Les feuilles du palmier raffia offrent la matière pour les constructions et la confection des balais. Quant aux noix de cet autre palmier, ils servent à la fabrication de l'huile rouge. Cette huile de palme est utilisée dans la nourriture, mais aussi dans la fabrication d'un savon produit avec du jus de cendre résultant de la combustion du bois de palmier. Tu viens de mettre le jus de la cendre au feu. Il faut que l'eau là devienne pâte. Ça nous va donner, quand ça va se chauffer, ça va bouillir. Donc ça va subir des transformations à base de l'acide qui est contenu et les sels minéraux qui sont dans la cendre. Et quand ça arrive à un niveau, on va voir à quel moment on peut prendre l'huile. On va voir comment ça va se comporter. Voilà. Ça devient déjà encore thé. Oui, on a déjà du savon. Je peux te donner dans les mains. C'est net comme le savon en poudre qu'on vend là. C'est un savon qui contient beaucoup plus d'acide. Et quand tu mets ça dans les cheveux, ça tue très rapidement ce qu'on appelle les manias, la teigne, dans la teigne. Et sur ta peau, surtout ceux qui ont les dates. Vous connaissez la maladie là, qui attaque souvent sur le corps. Et ça mange ça donc. Ça soigne la peau. Ça va durcir. Oui. Ça va durcir. Si c'était avec de l'huile blanche, ça devait être blanc. Le village pilote Save Africa concilie les pratiques ancestrales et juste ce qu'il faut de modernité. L'énergie électrique solaire est stockée dans des batteries. Le dispositif d'une puissance supérieure à 6000 watts alimente tout le village Save Africa en électricité. Et grâce à une connexion internet par satellite et à la création d'une chaîne de télévision sur YouTube, le média Save Africa TV permet à la communauté de promouvoir son mode de vie social, culturel et spirituel au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Nous avons un message parce que nous avons un mode de vie qui aujourd'hui s'impose comme le mode de vie le plus à même de répondre efficacement à ces problèmes qui se posent actuellement à l'humanité. Les problèmes de destruction de l'environnement, les problèmes de la maîtrise même de la santé humaine. Il est possible de vivre dans l'autonomie. C'est pour cela que nous résolvons les problèmes basiques ici au village. Dès que nous nous sommes installés ici, nous avons commencé à chercher à résoudre ces problèmes essentiels, à savoir comment se vêtir, comment se loger, comment se nourrir, comment se soigner, comment fabriquer son savon, comment fabriquer son sel
pour la consommation, comment pouvoir produire son huile, comment avoir une crème pour se oindre, comment pouvoir avoir quelque chose qui chasse les parasites, les insectes nuisibles. Tout cela, il fallait absolument le faire. Et cela nous a amené à une certaine tranquillité, à une certaine sérénité et à éprouver réellement et expérimenter ce qu'on appelle la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas avoir. La richesse, c'est être autonome. C'est pouvoir résoudre ces problèmes avec les facultés que nous avons sans avoir besoin de dépendre des autres. La meilleure entreprise qu'on puisse créer dans le monde, c'est une entreprise créée et entretenue, animée et soutenue par la communauté. Cela éloigne de nous la tendance et la propension à la vie égocentrique. Parce que l'expérimentation de la vie communautaire a ceci de particulier que vous apprenez à vous oublier vous-même. Parce qu'en permanence, vous n'êtes pas en train de rechercher le bien pour vous, mais vous cherchez le bien pour la communauté. Sur la base de cet esprit communautaire, le chef de quartier Moubitan Yandaga est solidaire des villageois de Niafianga. Son expérience et sa vision, il la met au service des populations et de ses représentants. Son objectif, les aider à mieux s'organiser, à préserver l'environnement et à construire un avenir meilleur pour les Africains. Tout ça aussi, parfois nous pouvons avoir des problèmes parce qu'on ne veut pas respecter ce que les ancêtres ont dit. Prenez place, Majesté. Il a commencé à nous amener ce qu'on n'a jamais vu, à découvrir certaines choses qu'on ne savait pas. Qu'aujourd'hui, ça a ouvert les têtes, les oreilles de beaucoup de personnes ici au village. Qu'au village, nul ne peut nous tromper à présent à cause de lui. Puisque depuis qu'il s'est installé, vu notre arrondissement de Ngoro, il y a un changement dans cet arrondissement grâce à lui. Qu'est-ce qui a changé? Et le comportement de cet arrondissement, puis c'était bizarre. Puisque le droit de l'homme a quand même changé certaines choses dans l'arrondissement de Ngoro. On t'entraîne à la brigade, même si tu es fautif, tu n'es pas fautif, on t'entraîne à la brigade. On t'amène en cellule et ça a changé, il n'y a plus. Parce que sa manière de gérer ces choses est différente des autres personnes que j'ai déjà croisées dans ma vie. Il est différent des autres personnes, très différent. Il mène une vie sociale. Jamais porter plainte à quelqu'un, jamais causer de problème à quelqu'un, donc ça nous intéresse de vivre ensemble. Nous marchons pas c'est pas pour changer la progéniture de notre village et surtout dans l'Afrique entière. Un petit bâtonnet avait renversé tout un fût de bière de maïs au feu. Ça veut dire quoi? C'est grâce à Pierre-Paul Moubitan qu'on est dehors parce que le sous-préfet a voulu nous mettre en prison, mais un petit bâtonnet a renversé le sous-préfet. Transformer l'Afrique, promouvoir un développement endogène, durable et intégral, éradiquer la pauvreté, la corruption et l'ignorance, c'est la mission de Seva Africa. L'association de doigts camerounais a été créée en 2005 par Moubitan Yandaga. Nous avons eu à créer Seva Africa après plusieurs années de réflexion parce que nous sentions que les Africains avaient un besoin de se ressourcer, de se retrouver et en même temps d'aller vers la vérité. Vraiment, l'Africain en danger, du fait que nous avons embrassé tout ce qui nous vient de l'extérieur et on a pris ça pour parole d'évangile. Et au village, on ne peut plus construire des maisons en matériaux locaux comme vous voyez dans ce village. Tout le monde est avec les tôles qui sont
très nocif pour la santé de l'homme et en même temps qui leur demande beaucoup d'argent. Alors que nous avons un matériel dans nos villages, nos différents villages. Cela est valable au Cameroun, comme au Nigeria, comme au Bénin et partout. Nous pouvons l'utiliser et créer un cadre vraiment agréable. Et à partir de cela, l'Afrique est en danger par rapport à l'importation de beaucoup de produits qui sont même superflus. Ce qui nous amène à mal manger, à être en mauvaise santé, sans compter les vaccinations et tout le reste. Donc, sauver l'Afrique, ça permet aux Africains de s'émanciper et d'être fiers de ce qu'ils ont, de ne pas penser que le bonheur ne vient que de l'extérieur, mais que le bonheur est à côté de sa porte. Très souvent, on demande aux Africains de faire des projets, d'écrire des projets, d'aller toujours vers le financement extérieur, alors que nous avons aussi des moyens en Afrique qui peuvent, ces moyens endogènes, permettre le décollage de l'Afrique, le développement de l'Afrique tel que nous le pensons. Donc nous avons pensé à un développement endogène, intégral, donc qui ne laisse aucun aspect de côté, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan de la protection de l'environnement et tout. Donc quelque chose qui tient compte des différents besoins que l'homme a, c'est-à-dire de la religion, de la science et de l'art. Depuis 2019, chaque année au mois de mars, le village organise le congrès international de l'association Sevafrika. Les Africains du continent et de la diaspora se retrouvent pour apporter leur contribution au développement du continent. Vous avez vécu avec nous les péripéties de la vie en zone rurale. C'est la raison même pour laquelle nous tenons régulièrement nos assemblées en zone rurale. Parce que lorsqu'on est en ville, on ne connaît pas les difficultés du monde rural. Les délégations sont venues de partout, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Martinique, du Tchad et la Guadeloupe. Donc, nous avons eu beaucoup d'amis et membres de l'association qui sont arrivés au Cameroun, d'autres pour la première fois, d'autres pour une deuxième ou une troisième fois. Et ce qui nous a permis, avec ce brassage, avec la diaspora, de travailler davantage pour l'évolution de l'association et pour l'implémentation de ce concept, même dans leur pays. Ce qui attire la diaspora à Sevafrika, c'est l'adéquation entre le discours et les actes. Premièrement. Deuxièmement, c'est la vision qui est portée et la pertinence de la vision. Troisièmement, je dirais la constance. La constance. Parce que pour réaliser tout cela, il faut bien de la patience, la constance, et ainsi de suite. Sinon, on ne peut pas réaliser une telle œuvre. Je pense que la diaspora reçoit plus facilement ce message parce qu'ils sont un peu coupés des réalités du pays. Ils ressentent ce manque et donc, lorsqu'ils rencontrent l'enseignement qui est dispensé, ils ouvrent les bras, donc ils accueillent ça à bras ouverts. Maintenant, ceux qui sont aussi ici au Cameroun, on peut dire qu'il y a aussi une autre diaspora, ceux qui sont dans les villes et qui s'interrogent, qui se posent des questions, ceux-là aussi sont ouverts à ce message et ça essayent de faire des efforts pour pouvoir mieux l'accueillir. Une sagesse africaine dit « une seule main n'attache pas un fagot ». Donc la tâche de l'Afrique pour son développement, pour sa renaissance, pour qu'elle soit sauvée, est immense. Et on a besoin de toutes les bonnes volontés qui viennent ensemble. Ceux qui peuvent nous rejoindre à Sevafrika, qu'ils viennent. Mais même ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre et qui peuvent créer des passerelles de partenariat pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre pour pouvoir sauver l'Afrique. Et sauver l'Afrique, c'est aussi sauver le monde parce que tout est parti de l'Afrique et l'Afrique doit permettre que le monde soit sauvé.
Africa we love. Me say we love Africa, we love Africa, we love. Welcome to Cameroon. We are African, proud to be African, and we are black men, proud to be black men. Si le Cameroun a 57 000 villages, et si les 57 000 villages sont autonomes, vivent normalement, l'État investit dans ces villages à partir des modèles que nous sommes en train d'expérimenter. Comment est-ce qu'il y aura le chômage au Cameroun? Je prends le cas du Cameroun. Les abeilles cherchent là où il y a le miel, ou bien là où il y a le pollen. Mais si le développement, si le gouvernement va jusque dans les villages, ça veut dire que les abeilles, c'est-à-dire la jeunesse, qui cherche le miel dans les villes, va rentrer dans les villages. Ce village est également un site écotouristique où il est possible de découvrir la culture des Ndjanti, l'ethnie du secteur nord de l'arrondissement de Ngoro. Les visiteurs en quête d'authenticité et de quiétude viennent se ressourcer et profiter des atouts touristiques de la région. Ayant créé un cadre de ce genre, il nous restait effectivement à prendre des dispositions pour que des gens puissent pouvoir nous retrouver. Nous avons créé à l'intérieur des espaces de loisirs, en l'occurrence par exemple un terrain de basketball, eh bien, la possibilité de faire du tennis de table, la possibilité de faire du trekking, donc de la marche pédestre en forêt, l'ascension de la montagne qui est juste là en face. Nous avons aussi la possibilité d'organiser la course des chevaux. Un touriste, c'est celui qui cherche le beau, le bien, veut découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à cela que Save Africa s'attelle lorsqu'il reçoit ces touristes. Nous voulons toucher les touristes au fond de leur cœur, au fond de leur intérieur. C'est pour ça que nous apportons cette petite touche. Comme vous pouvez constater là, on oblige pratiquement nos touristes à dormir dans des moustiquaires parce que lorsqu'on les accueille, on se dit même leur santé dépend de nous. Il ne faut pas qu'on reçoive un touriste et à peine il retourne chez lui, il se retrouve malade. Ça ne sera pas une bonne réaction. Il pourra freiner d'autres touristes qui ne pourront pas venir. Donc c'est pour ça que nous enfilons. Donc on pouvait bien la laisser soulever, mais pour qu'ils comprennent qu'on veut qu'ils dorment dans la moustiquaire, nous enfilons une fois. Lorsqu'il faut accompagner des gens à aller faire le trekking, aller faire l'ascension de la montagne, aller faire la randonnée pédestre, aller visiter des lieux particuliers autour du village, eh bien, automatiquement, il y a une contrepartie qui est effectivement payée par les touristes. Et cela permet au village de pouvoir survivre. Oui, le tourisme ne peut qu'être une source de revenus, parmi tant d'autres. Parce que lorsqu'un visiteur arrive, même de manière naturelle, il est difficile qu'il reparte sans vouloir, par exemple, acheter un jus de fruits, sans vouloir acheter des fruits avant de repartir, sans vouloir garder un souvenir de son séjour. Il est très difficile qu'un touriste vienne séjourner sans pouvoir manger à cet endroit. Donc il va participer à l'effort qui est mené dans le cadre de la production de la nourriture saine, donc de la nourriture naturelle, si on peut le dire ainsi. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, c'est une source de revenus. Et c'est d'ailleurs, je pourrais dire, la principale source de revenus au village, parce que même l'agriculture que nous pratiquons, nous ne la pratiquons pas parce que nous voulons vendre les choses à l'extérieur, mais nous la pratiquons parce que nous-mêmes, les habitants du village, nous devons manger convenablement. Et ensuite, maintenant, quand nous avons des visiteurs, qu'ils puissent manger aussi convenablement. Voilà ça, je viens avec. Oui, Machel.
Le fondateur de la communauté Seva Africa est aussi un spiritualiste. En 1991, il crée l'école traditionnelle africaine des mystères. Il œuvre au rassemblement des hommes sensibles à la vérité universelle. Oh, on s'en va déjà pour le service au temple dans le bosquet. C'est un rituel obligatoire, matinal. Matinal obligatoire. Tout le monde, toute la famille, tout le monde s'en va, les enfants, les adultes, tout le monde. C'est par là que nous commençons notre journée, afin qu'elle soit bénie par le Créateur. Je ressentais le besoin d'être toujours avec les autres, de partager ce que j'ai, de partager ce que je comprends, de partager ce que je ressens. C'est ce besoin qui m'anime jusqu'à nos jours. La spiritualité, en réalité, c'est la pratique de vie. Qu'est-ce que nous faisons du matin au soir? Est-ce que nous servons les autres dans l'abnégation, en oubli de soi-même? Est-ce que du matin au soir, nous sommes en train de respecter l'environnement? Est-ce que du matin au soir, nous essayons de tout faire pour être toujours joyeux? Est-ce que du matin au soir, nous ne recherchons pas toujours notre intérêt personnel? Est-ce que du matin au soir, nous pensons à l'humanité et nous pensons que nous avons un devoir vis-à-vis de l'humanité? Est-ce que du matin au soir, nous faisons quelque chose pour la progression du règne de la vérité? Voilà la spiritualité. Ça se vit de manière réelle au quotidien. C'est un comportement basé sur la haute moralité. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse. Notre travail est un travail de longue haleine, parce que nous savons que l'homme, dans sa situation où il se trouve actuellement, il ne peut pas, en un coup de baguette magique, même s'il était en présence du plus grand initiateur du monde, il ne pourrait pas faire un pas dans la spiritualité s'il ne consent pas à se transformer lui-même par ses propres efforts, aidé tout simplement par l'organisation dans laquelle il entre et qui vit sur la base de la pureté, et ensuite maintenant le lien particulier qu'il va entretenir désormais avec l'Esprit, avec Dieu. Ce n'est que cela qui permet cette transformation progressive qui constitue donc les différentes étapes de l'initiation. En langue Nguni, Moma Mwenda Mwande Mwande signifie que les choses marchent deux à deux. On comprend alors que le monde ne pourra changer que si l'homme accepte d'être transformé par la vérité universelle. Loin d'être un long fleuve tranquille, cette initiation à la vie de l'âme attire de nombreux Africains du continent et de la diaspora. Petit doudou belle créative, vous couchez là, à cagader, et puis prendre c'est puis l'amour. Aïe aïe aïe. Nous avons tous, Martiniquais, Antillais ou pas, cet héritage qui vient de l'Afrique. Et si l'humanité vient de l'Afrique, alors sa science, sa spiritualité et tout vient de l'Afrique. Et la réalité, c'est qu'une fois qu'on est arrivé ici, une fois qu'on a goûté à ce message, on comprend l'importance du fait que cela vienne de l'Afrique. Parce que finalement, ça n'aurait pas pu venir d'ailleurs que de l'Afrique. Parce que l'Afrique a mis au monde l'humanité, mais l'Afrique a aussi, de l'Afrique a aussi émané tout le reste. Tout ce que les hommes ont pu inventer a commencé en Afrique. Et donc tout est imprégné par ce rapport avec la nature que l'on trouve en Afrique. Quand l'homme doit vivre, les besoins de base de l'homme, c'est de manger. Le besoin de base de l'homme, c'est de dormir quelque part. Le besoin de base de l'homme, c'est de se soigner quand il est malade. Ce village offre cette possibilité à tout jeune. Je ne sais pas pourquoi je vais encore regretter, alors que
il y a un système qui m'a apprécié, qui m'a donné le diplôme et qui m'a empêché même de travailler dans ce système parce que j'ai fait beaucoup de concours et j'ai échoué. Mais depuis que je plante mes graines ici, ils poussent. Donc je n'ai aucun regret parce que la terre m'a employé, c'est-à-dire le dieu Agrès, c'est-à-dire Dieu Osiris, il m'a employé et puis je mets les graines et les graines poussent. Les graines n'ont pas refusé de pousser, donc la terre ne trompe pas. Pourquoi devrais-je être offusqué? Non, je suis plutôt très fier d'avoir trouvé une voie qui commence déjà à me libérer. Mes projets après avoir soutenu ma thèse, à court terme, c'est déjà de revenir m'installer au village pilote Save Africa. Ensuite, avec l'association Save Africa, de mettre sur pied un centre de santé qui va œuvrer pour l'humanité. Ouais. Et à long terme, c'est au travers de l'école, l'ETAM, de l'association Save Africa et du centre de santé, œuvrer à la renaissance de la médecine africaine. Même avant d'être médecin, j'ai toujours compris que pour véritablement redonner la santé à l'être humain, il n'est pas possible de le faire si on n'a pas reçu la divinité. Du moins si on n'est pas en contact avec l'esprit qui lui seul peut guérir. Et connaître ce qu'Imhotep a fait, comment il l'a vécu, Paracelse, Hippocrate, connaître leur histoire me conforte dans cette façon de voir. Et cet environnement n'est pas loin de celui dans lequel ces figures de la médecine ont vécu, ont déployé toutes les facultés qui leur permettaient de redonner la santé à l'être humain. Donc du coup, je me dis que c'est un peu paradoxal, vu le contexte actuel, mais c'est néanmoins en accord avec ce que ceux qui ont donné naissance à cette médecine ont eu à faire autrefois. Et donc du coup, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Que ce soit ici ou à l'extérieur, ce sont les idées d'une communauté qui sont prônées. Par exemple, à l'extérieur, c'est l'idée du capitalisme qui est prônée, mais on ne se rend pas facilement compte. Donc c'est une certaine communauté, mais est-ce que cette communauté à l'extérieur permet à l'homme de s'épanouir? Par contre ici, oui, c'est l'idée de la communauté, mais à la différence où cette communauté permet à l'homme de s'épanouir, de se connaître et puis d'être heureux dans sa totalité. C'est peut-être moi qui vais manquer aux gens de l'extérieur. Mais je profite de cette occasion pour leur faire comprendre qu'avec tout ce qui m'a été offert par la société, si aujourd'hui je laisse tomber, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a mieux que cela. Et alors, il serait peut-être mieux qu'ils essaient de jeter un coup d'œil à cette chose qui a pu m'arracher de tout ce que tout le monde aurait pu considérer comme bonheur, de tout ce que tout le monde aurait pu considérer comme réussite sur le plan social, de jeter un coup d'œil afin de comprendre quelle est la raison qui se cache derrière cet abandon de la vie sociale prônée par le capitalisme actuel. On est dans cette Afrique des villages, et même encore, j'ai envie de dire que dans l'Afrique des villages, il y a encore différents degrés. On a la chance ici d'être dans un village qui concilie à la fois la tradition et la modernité. Parce que dans d'autres villages, la tradition, elle est tellement peut-être dévoyée, ou elle est tellement cristallisée, elle n'est pas remise en question, qu'on est dans des traditions ancestrales qui ne permettent pas la libération de l'âme. Or, nous sommes dans un village qui est en fait le point de départ, il faut le dire, de la Renaissance africaine. Cette motivation, elle est essentiellement non seulement africaniste, mais aussi l'amour de notre pays, le Cameroun, que nous, on considère comme l'Afrique en miniature. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Et le Cameroun est une base, à notre avis, parce que même les voyages que nous avons faits dans d'autres pays africains et tout, surtout de l'Afrique noire, on a l'habitude de nous dire là-bas, mais c'est vous qu'on attend. On nous dit souvent, mais nous, on sait que tout partira du Cameroun.
nous vous attendons. Et vous voyez, quand on entend ce genre de discours, ça vient nous conforter dans cette volonté de continuer à mieux faire et de faire en sorte que désormais cette expérience soit connue. Si les gens arrivent à dupliquer, à imiter, nous ferions en sorte que partout en Afrique, on puisse avoir des villages de ce genre.